fait, la région souhaite renforcer ses filières stratégiques et puis faire émerger également des filières d'excellence. Et donc, dans ces filières stratégiques est identifiée en fait la santé et notamment les medtech. Et si on descend encore d'un cran et qu'on reste au niveau vraiment, on revient vraiment au niveau local, on voit aussi que c'est un enjeu de la métropole. Et quand je dis de la métropole, c'est tous les acteurs de la métropole, c'est pas juste Nantes Métropole, c'est aussi voilà, donc, d'une part le CHU, l'université, mais de façon plus large, également les entreprises en fait du territoire. Donc il y a une affirmation claire d'un soutien au medtech à travers des moyens et une offre de services à destination de tous les acteurs. Donc ça va notamment se matérialiser à travers la construction en fait du nouveau QHU qui va permettre aussi de pouvoir rassembler, de pouvoir rapprocher en fait les différents acteurs. Et puis donc également la construction du bioparc à la MEC qui va là pouvoir permettre de mettre en place des moyens de production en fait dans les medtech. Donc à horizon encore quelques années, on est sur 2027-2028. Donc oui, et derrière en fait cet enjeu national, l'objectif est de pouvoir donc structurer, faire émerger, renforcer les filières stratégiques et puis donc contribuer également à la réindustrialisation de la France sur ce domaine-là, sur le domaine des innovations en santé, pour pouvoir faire naître en fait des entreprises souveraines sur le territoire et puis être plus visible en fait et devenir des leaders à l'échelle européenne et mondiale. Alors, le domaine des technologies en santé, peut-être on peut regarder aussi aujourd'hui quelle est, peut-être se focaliser sur quels sont un petit peu on va dire l'état de la filière. Alors en termes de forte, en fait, on a quand même une recherche académique qui est reconnue sur ce domaine-là. Il y a une présence aussi de main-d'œuvre qualifiée. Et puis, il y a la présence d'infrastructures de santé, à la fois des établissements de santé et puis des pôles d'excellence, en fait. Donc, les acteurs sont là, on va dire, pour pouvoir soutenir la filière. Côté faiblesse, c'est un secteur d'activité qui demande beaucoup d'investissement dans le développement. Les coûts sont très élevés de développement. Et c'est aujourd'hui, en fait, une filière, c'est à peu près 1400 entreprises, majoritairement des TPE et des PME, à peu près 92% de TPE, PME, assez peu de gros acteurs. Donc, une difficulté, en fait, à pouvoir réaliser des gros investissements face à la demande finalement nécessaire d'investissement. Et puis également, ça a marché, donc multiplicité, on va dire, d'acteurs entreprises. Et du coup, c'est un marché qui est assez atomisé aujourd'hui. Et donc, il y a une difficulté, en fait, à pouvoir. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées, mais une difficulté à pouvoir mettre en synergie toutes ces initiatives. C'est aussi on est on touche au domaine de la santé, on est sur des dispositifs médicaux implantables ou non implantables, mais il y a une nécessité en fait de pouvoir sécuriser tout ce qui va être développé. Donc il y a également des coûts et des délais pour pouvoir obtenir des marquages, enfin, pour pouvoir mettre les produits sur le marché, pouvoir à la fois en fait prouver l'aspect sécuritaire, l'aspect aussi qualité de soins pour les patients. En termes de faiblesse, il y a également une difficulté d'accéder au marché remboursé, qui est un des facteurs en fait qui est important dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, on se rend compte que les utilisateurs et on le voit beaucoup dans le monde du handicap, où les technologies en fait coûtent cher, peu de dispositifs peuvent donner accès au remboursement et du coup beaucoup de patients finalement ne s'équipent pas ou ne vont pas finalement chercher ce qu'il faut pour compenser leur handicap à cause de cette notion de coût en fait.
Et enfin, il y a également une forte dépendance aux importations en fait sur certains composants aujourd'hui, avec voilà, on maîtrise une certaine partie de la chaîne de production, mais il y a la question de matières premières notamment et donc de composants. En termes d'opportunités, c'est un marché qui, j'allais dire, a une bonne perspective devant lui. On a notamment lié au vieillissement de la population, hein, donc avec une augmentation à la fois de la demande et puis de besoins. C'est aussi un marché qui est poussé par les avancées technologiques, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Diana nous en parlera tout à l'heure, avec les biomatériaux, par exemple, avec tout ce qui va être microélectronique. Et puis, c'est comme on vient de le voir, il y a quand même un soutien de l'État, un soutien gouvernemental, donc des moyens qui sont déployés, qui vont permettre de faire avancer les choses. Et enfin, pour terminer sur les menaces, bon, on l'a évoqué aussi tout à l'heure avec une des personnes présentes, c'est la concurrence internationale. Donc, on se retrouve avec voilà, des produits asiatiques ou qui arrivent aussi des États-Unis, qui n'ont pas forcément les mêmes exigences en termes de qualité, qui ne sont pas forcément non plus positionnés sur des mêmes fourchettes, on va dire, de coûts. Et enfin, la question aussi de la propriété intellectuelle, avec donc la protection des brevets et des transferts de technologies qui sont des enjeux critiques en fait pour ce secteur. Alors, le développement d'une innovation, on va dire même de façon un petit peu générale, hein, suit un process. Il y a deux initiateurs, on va dire deux grands initiateurs d'une innovation. Il y a ce qu'on va appeler le market push, c'est-à-dire en fait l'identification d'un besoin, ça va venir du marché. Et puis il y a ce qu'on va appeler le technopull, où là c'est finalement une avancée technologique ou une invention ou un résultat de recherche qui va pousser à l'innovation. Donc la première partie du processus est la partie plus de recherche et développement. Donc dans cette partie-là, en fait, la maturité de la technologie est évaluée par ce qu'on appelle le TRL. Donc on va partir de TRL très bas, on va être plus sur de la recherche fondamentale, et plus on va monter dans les TRL, plus on va arriver vers le produit fini. Donc, on va passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, les prototypages, démonstration de la faisabilité, d'échelle pilote, avant de passer en industrialisation et de pouvoir accéder au marché. Donc, tout au long de ce process, en fait, on fait face à différents obstacles, à différentes contraintes. Il y a notamment donc la réponse à des contraintes réglementaires, hein, spécifiquement, et j'allais dire spécifiquement dures, on va dire, pour les innovations en santé. Donc, ils vont venir garantir à la fois la qualité, mais aussi la sécurité du patient, de l'utilisateur. L'accès au marché peut se faire de façon directe, on va dire, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur final qui va être l'acheteur, et également de façon indirecte avec un prescripteur ou un acheteur, par exemple, hein, ça peut être un établissement hospitalier qui va faire l'acquisition du dispositif et qui ensuite va le mettre à disposition de ses professionnels de santé. Et sur la partie diffusion, l'objectif en fait est de pouvoir d'accroître en fait le nombre de clients, mais également de pouvoir fidéliser les clients sur le long terme. On voit dans la courbe que je vous ai mise ici que finalement, une fois que le produit est lancé, ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive sur le succès, et on va avoir plusieurs réactions, c'est-à-dire qu'il va y avoir une adoption par une première frange de la population, mais qui peut s'arrêter très vite. L'enjeu en fait est de pouvoir capter l'ensemble des clients. Là, en fait, Everett Roger en 1962 avait défini ce qu'il appelait la courbe des innovateurs.
Tous les utilisateurs en fait ne vont pas adopter de la même manière une innovation et notamment ne vont pas l'adopter dans le temps au même moment. On va avoir des personnes qui n'auront pas peur de la technologie, qui vont rapidement aller dessus. Une deuxième vague va être les premiers adeptes. Et ensuite, on va arriver sur ce qu'on appelle la majorité précoce, c'est-à-dire en fait avec ça va être une frange de la population qui va avoir besoin de premiers retours avant de se lancer. Ensuite, la majorité tardive, c'est-à-dire qu'ils vont attendre en fait d'avoir une première, voilà, que le produit soit déjà bien implanté, bien adopté. Et puis ensuite, on aura les retardataires, voilà, qui eux arriveront vraiment sur la fin une fois que on presque contraint et forcé. Alors, l'objectif, en fait, on voit que dans le lancement de l'innovation, au départ, on part avec on a des moyens qui sont disponibles. La phase recherche a permis voilà, d'avancer. Et puis la consommation, comme on évoquait tout à l'heure, en fait, les dispositifs médicaux, notamment les innovations en santé, vont nécessiter de forts investissements. J'ai pas de compteur. Donc la consommation en fait de cash va être rapide au démarrage et ensuite voilà va durer un certain temps avant qu'on puisse avant que le produit puisse générer en fait des revenus. Cette partie entre le lancement finalement de l'innovation et son réel décollage commercial, on la nomme dans les process d'innovation, on la nomme la vallée de la mort. C'est-à-dire que le cash va être consommé, on n'a pas encore de rentabilité. Donc, un des objectifs va être de pouvoir réduire cette vallée de la mort ou en sortir au plus vite. Et puis également, de pouvoir ensuite s'assurer en fait de l'adoption par l'utilisateur final. Donc c'est là où on voit aussi l'intérêt des facteurs humains et d'une conception en fait centrée sur l'utilisateur, parce que ça va pouvoir apporter des bénéfices technico-économiques qui vont permettre en fait de pouvoir réduire cette vallée de la mort, c'est-à-dire qu'on va pouvoir orienter à partir du besoin utilisateur, bien définir le besoin utilisateur, donc orienter en fait le développement des fonctions uniquement sur les besoins. C'est pas la peine de fabriquer un couteau suisse si on a besoin juste d'un opinel, on va dire. Ça va permettre aussi donc à la fois oui d'optimiser les coûts, que ce soit sur la partie conception, mais aussi sur la partie finalement production, c'est-à-dire que en évitant les fonctions inutiles, par exemple, ça va permettre ça va simplifier sans doute le dispositif. Ensuite, en production et puis également tout au long du cycle de vie, donc jusqu'à la maintenance ou les coûts de formation des utilisateurs ou des professionnels de santé. Alors, cette focalisation aussi sur les facteurs humains et sur l'utilisateur va permettre aussi en fait des bénéfices sur les délais de mise sur le marché. C'est-à-dire que c'est la courbe qui est dans les pointillés les plus je suis un petit peu pardon. Oui, voilà, c'est ça, les doubles pointillés. C'est-à-dire que ça va permettre en fait de pouvoir obtenir plus rapidement la mise en conformité avec les attendus et avec avec les réglementations du marché. Donc d'obtenir plus rapidement en fait le marquage CE par exemple, et donc de réduire le temps avant de pouvoir mettre le produit sur le marché. Et enfin, ça va permettre également de faciliter en fait l'adoption de l'innovation, donc
d'une part en rassurant finalement les acheteurs et les utilisateurs par cette notion de confiance, d'adaptation, de sécurité, etc. Alors, on avait évoqué donc avec Cédric et Marion le fait de focaliser plus sur la question de l'acceptabilité d'une innovation. Donc, on a évoqué des critères pour le moment qui sont plutôt liés en fait aux caractéristiques intrinsèques du système ou du produit. Donc, ça va répondre à un besoin, ça va être utile. Toute la notion d'utilisabilité, la notion également de performance, de fiabilité et de sécurité, d'innocuité et de coût. Donc en fait, on va être sur cette partie plus sur une notion en fait d'acceptabilité pratique ou opérationnelle. Mais à elle seule, en fait, elle peut pas, elle n'est pas suffisante. On se rend compte en fait que un processus d'acceptabilité, il correspond aux représentations des personnes face à une technologie future ou possible, et il va exprimer en fait le degré d'acceptation de la technologie par les utilisateurs. Donc ça nous amène en fait à devoir considérer un certain nombre d'autres critères qui là vont être finalement plutôt liés à l'environnement de la personne et à l'affect. On va être là sur une notion qui va être plus conceptuelle. On pourrait peut-être l'appeler un petit peu l'acceptabilité éthique en fait. C'est-à-dire on va rentrer, elle va prendre en compte des aspects qui vont être notamment moraux, sociaux, etc. Alors, ces aspects-là, donc si on regarde, par exemple, le ressenti dans l'utilisation, est-ce que c'est en accord avec le système de valeurs? Quelle est la confiance dans la technologie? Quel est l'impact aussi sur la relation du médecin, enfin, voilà, du patient avec son médecin? Quelle va être l'influence sociale de la technologie? Quelle va être l'image donnée, par exemple? Quel est l'environnement personnel et familial, c'est-à-dire que le patient ou l'utilisateur va faire des parallèles en fait avec ce qu'il a comme connaissance, ce qu'il a déjà pu vivre, quels ont été les retours d'expérience de personnes autour de lui, quel va être aussi l'impact sur son style de vie, sur ses activités sociales. Est-ce que l'adoption d'un dispositif médical va influer, en fait, va l'empêcher d'avoir un certain nombre d'activités, va l'obliger à aller revoir un petit peu son mode de vie ou mettre entre parenthèses certaines choses. Alors, on se rend compte du coup que toute cette partie-là va être beaucoup plus subjective. Tous ces critères-là vont être beaucoup plus subjectifs. Et puis, ils vont également, en fait, dépendre, ils vont être variables, d'une part, selon l'individu, mais également, il peut y avoir aussi une variabilité qui va être liée à, à la culture, finalement, oui, à la culture ou à la société dans laquelle il va vivre. Je pense par exemple à tout ce qui va être autour de la robotique ou les robots qui commencent à être déployés en accompagnement des patients ou dans des, dans des EHPAD, etc. On est aujourd'hui une société où on n'a pas encore l'habitude de de voir des robots qui interfèrent dans la vie de tous les jours. Si on va dans certains pays d'Asie, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus déployé. Et du coup, l'acceptabilité sur ce critère-là va être plus facile. On voit également que ces critères-là peuvent également évoluer dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, que la technologie va être déployée, qu'on va voir des technologies identiques ou des systèmes similaires qui vont se répandre même dans d'autres sphères en fait de la vie de la personne. Voilà, il y a des jugements qui peuvent être qui vont pouvoir évoluer en fait. Donc on se rend compte que l'acceptabilité, si on reste sur ce partage, acceptabilité plutôt opérationnelle et acceptabilité plutôt conceptuelle, on va dire, ou éthique,
ne sont pas suffisantes à elles seules, qu'il y a bien nécessité en fait de pouvoir croiser les deux. Parce que vous aurez beau avoir le produit le plus performant qui soit, avec un bénéfice-coût qui est démontré, avec une fiabilité, une sécurité, s'il vient en fait en frontal, en confrontation avec le système de valeurs, ce sera un facteur en fait de non-acceptabilité. Et d'un autre côté, si vous êtes voilà, si le dispositif répond à l'ensemble enfin, ou est en cohérence, on va dire, avec l'ensemble de des critères de votre environnement, de votre mode de vie, voilà, de ce que vous pensez de la technologie, et qu'à côté de ça, il est inutilisable ou alors voilà, il va pas être performant, etc. Il y aura pas non plus acceptabilité. Donc en fait, finalement, on voit que l'acceptabilité derrière tout ça, c'est un équilibre. En fait, c'est un jugement, c'est un calcul, on va dire, des impacts à la fois positifs et négatifs que va pouvoir avoir l'utilisateur face à tous ces critères, et qui va le conduire vers l'acceptation et c'est-à-dire l'adoption d'innovation, ou la non-acceptation et donc le refus. Donc derrière ça, on peut voir aussi que cette notion d'acceptabilité va être, qu'il peut y avoir aussi différents degrés d'acceptabilité. C'est-à-dire on va être en mesure on va mettre un seuil d'acceptabilité qui va être différent et qui peut être modifié aussi selon certains critères en fait. C'est-à-dire on va mettre des priorités sur certains éléments, ce sera rédhibitoire, et sur d'autres on est prêt à faire aussi une concession par rapport aux points positifs qui ont été évoqués. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais présenter comme point de base en fait à l'échange. Hein. L'objectif c'était de pouvoir aussi échanger avec vous sur cette notion d'acceptabilité, et quels freins aujourd'hui vous rencontrez dans le développement de vos innovations sur cet aspect-là, et surtout aussi comment vous le prenez en compte en fait. C'est-à-dire qu'on voit que on n'est pas uniquement sur des critères technologiques, mais il y a vraiment cet enjeu à pouvoir aller plus loin pour pouvoir travailler la partie de droite, donc plus tout ce qui va être lié au ressenti en fait de l'utilisateur lui-même. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on pose des questions maintenant, ou enchaîner avec Diana, qui va être justement plus sur cette notion d'acceptabilité de la technologie. S'il y a des questions, vous pouvez tout de suite, sinon on va enchaîner. On va enchaîner. Très bien. Donc. C'est bon. Très bien. Ok, donc je continue sur un axe bien orthogonal à ce qu'on vient d'écouter. Donc je suis Diana Mathéus, je suis professeure des universités à Centrale Nantes, au laboratoire à l'Est de Seine de Nantes. Et je travaille sur une chaire qui a ses noms là, donc MILCOM, et qui traite des images médicales, des images multimodales, qui traite d'apprentissage. Donc ce qu'on entend par apprentissage, c'est souvent ce qu'on entend par IA aussi, ou par apprentissage stochastique, ou bon, il y a différents noms à ça. Et la dernière ligne, c'est la médecine assistée par l'ordinateur. Donc première slide, il va porter surtout sur un des aspects qui est important pour moi pour rendre mes projets des recherches acceptables. C'est vraiment une interaction très forte avec les acteurs avec lesquels on développe
ces projets de recherche. Donc ici, j'ai par exemple au cœur de ces projets, il y a une interaction très forte avec les CHU Nantes et notamment avec le département de médecine nucléaire. Mais il y a aussi des interactions avec des entreprises comme CRMI et Keosis ou avec d'autres laboratoires comme celui de l'INSEP ou l'UNIP qui sont dans l'environnement. Donc, quels sont les types de projets sur lesquels je travaille? Donc ça, c'est quelques exemples. Avec, par exemple, la compagnie Erami, c'est une start-up nantaise. On travaille sur des projets pour la détection de cancers précoces à partir des images, soit des rayons X, soit des VT. Et là, on vise vraiment des tâches, des classifications et des détections sur ces images-là. On a des détections des fractures et pas seulement détection, donc ça, c'est des choses qui sont déjà assez résolues, mais plutôt quel est le type de la fracture qui est présente sur l'image et une classification à cette granularité. En fait, elle permet de choisir les traitements, même de savoir s'il faut opérer ou pas les patients et quel type d'implant les patients devraient suivre. Et on a des tâches aussi plutôt des modélisations. Donc là, au niveau vous voyez les muscles d'un athlète des hautes performances et on voudrait savoir quels sont les facteurs qui améliorent ou pas la performance, mais aussi qui sont plus à risque pour ces athlètes. Et on veut aussi s'appuyer sur ces modélisations de muscles des sujets sains pour venir derrière aider aussi les médecins qui traitent par exemple des personnes âgées et qui perdent la masse musculaire, qui sont atteints de maladies comme la sarcopénie, pour voir un peu ce processus de génération de muscles. Avec le CHU, donc on travaille sur la médecine nucléaire, sur des images de type PET que vous voyez à gauche, sur plutôt des populations. Et là, les questions qu'on se pose, c'est qu'à partir de ces images, on peut extraire des quantités, vraiment des chiffres qu'on puisse utiliser pour séparer la population entre, par exemple, répondants ou non répondants à un certain traitement. Et on a décliné cette interaction sur différents projets. Et là, par exemple, on va commencer sur l'aspect plutôt longitudinal sur un même patient. Quelles sont ses chances en ayant 2 points d'entrée d'une image et des données cliniques. Donc ça, c'est juste pour présenter un petit peu les types de projets sur lesquels je travaille. Là, la question qui m'était posée, c'était plutôt les points de commun avec les mots acceptabilité. Donc, je les décliner plutôt qu'est-ce que ça amène quand on traite des problématiques liées à l'intelligence artificielle et quand on traite des données de type image dans la médecine. Donc, la question d'acceptabilité, en fait, c'est acceptable pour qui? Notre type de projet, est-ce qu'elle est acceptable ou pas pour les patients? Et donc, évidemment, on connaît déjà qu'il y a beaucoup des sujets éthiques liés à la privacité des données. Est-ce que si on peut identifier les patients, est-ce qu'on doit utiliser ou pas ces données-là? On sait aussi qu'on utilise des techniques d'imagerie, des apprentissages, on va avoir une tendance à reproduire les biais qu'il y a déjà dans les données, donc on les identifie ou pas. Mais par contre, ça mettre en balance avec la possibilité que si on a ces données et qu'on démontre qu'on est capable d'extraire des informations importantes, est-ce que c'est éthique de ne pas utiliser ces données si on sait qu'on peut améliorer la vie des personnes, si pas tout de suite, peut-être au futur. Une autre chose, c'est que souvent, quand on pense à l'intelligence artificielle, on imagine que dans une chaîne de traitement où il y a des images qui prennent une place importante, on va venir combiner ces images avec des données plutôt cliniques et on imagine tout de suite que c'est l'IA qui va intervenir à ces points-là. On va penser que c'est l'IA qui va venir prendre la décision de si un patient doit être opéré ou pas. En fait, l'IA, il intervient aussi dans d'autres endroits, par exemple, pour justement venir quantifier des choses à partir des images, extraire ces chiffres dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que compter des cellules dans une image histopathologique est une tâche qui est confortable pour un médecin pour faire un ordinateur, si on arrive à faire ces calculs d'une façon plus simple, ne serait pas plus
adeptes à faire ce type de tâches-là. Et même, il y a la possibilité d'intégrer des méthodes d'apprentissage et d'IA dans l'intérieur de la machine, parce que quand on prend une image médicale, à part les rayons X, toutes les autres images, en fait, elles sont des images computationnelles qui requièrent des processus de reconstruction de l'image. Et en fait, on peut venir assister ces processus de reconstruction de l'image à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est deux aspects qui sont beaucoup moins liés à ces problèmes des biais et des privacité des données, et qui sont un peu moins visibles que celui de l'aide à la décision. Donc peut-être plus directement acceptable pour un patient de savoir que ça se passe plutôt dans cette tâche-là que dans la prise de décision finale d'un traitement. Pour les docteurs, donc évidemment, il y a toujours cette fameuse crainte de ce qu'on va perdre dans notre travail, pour un radiologue par exemple. Qui c'est qui va prendre la responsabilité si c'est une machine qui prend la décision et c'est une machine qui, je sais pas comment elle a pris la décision, c'est cette fameuse black box, est-ce que je sais comment est-ce qu'elle a pris la décision ou pas. Et ça, c'est encore mettre un équilibre avec les temps que ça peut être gagné dans certaines tâches. Donc là, c'est l'histoire de compter des nombres de cellules dans des images qui font des mégapixels. C'est pas très intéressant et c'est souvent difficile pour une personne de s'atteler à cette tâche dans une journée, à faire ça toute la journée. On a aussi l'option de mettre, pas de prendre la décision, mais faire plutôt de l'assistance à la décision. Donc, est-ce qu'on peut donner une deuxième opinion avec, à l'aide de ces algorithmes? Et là, il y a un engouement à ces moments de comment est-ce qu'on ouvre ces boîtes noires et comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, beaucoup de méthodologies et beaucoup de recherches dans comment est-ce qu'on peut expliquer comment ces décisions sont prises. Donc là, je vous montre un exemple des images mammographiques. En fait, avec tous les programmes des dépistage qui sont mis en place, il y a une augmentation très impressionnante du nombre d'images qu'un radiologue doit analyser à la journée. Et en plus, on développe maintenant des imageries de type 3D. Donc, il nécessite, elle, pas juste visualiser les deux vues de chaque sein, donc 4 images en même temps, mais en plus de se balader à l'intérieur d'une image de 3 dimensions. Donc, c'est du temps et du temps et du temps. Et souvent, il n'y a pas assez de radiologues pour faire ces analyses-là. Donc, c'est là où on dit, bon, est-ce qu'il quand même, on peut pas s'appuyer un peu sur ce type de technologie. Et pour le projet, pour la segmentation des muscles, donc là, l'idée spécifique pour un des projets qu'on traite avec cette collaboration, c'était de calculer le volume des muscles. Et pour faire ça, il faut delinéer les muscles pixel à pixel dans une image de 3 dimensions. Est-ce que vous avez une idée de combien ça peut tarder de faire ça pour une personne? Donc de prendre une image slice par slice et delinéer 19 muscles qu'on s'est monté là. À la main? À la main. On a la touche lasso magique, donc on doit avec un logiciel très ergonomique ou pas ergonomique du tout? On a essayé 3 logiciels, dont un qui est censé être très ergonomique. Estimation. 1 heure. 1 heure. Un peu plus. Combien de coups? 200 et plus. 200 et plus. Mais il n'analyse même pas toutes les coupes, hein, mais quand même. 5 heures. 2h30. Moyenne 43 heures. Donc, on a un sujet par semaine, si on a de la chance. Et en plus, pour entraîner... 43 heures dans une semaine d'un spécialiste. Ouais, et pour entraîner justement quelqu'un qui soit capable de faire ça, c'est très... Ah ouais? Non, c'est pas un médecin qui les a notés, mais c'est des spécialistes de sport. Mais qui ont, du coup, se sont entraînés longtemps pour le faire. Et même avec cet entraînement, la tâche est vraiment difficile. Donc, notamment l'insertion des muscles. On n'arrive pas à voir, surtout c'est des athlètes, donc ce qui sépare les muscles, c'est des tissus graisseux. Et les athlètes, ils sont traités des graisses. Donc, le tissu, il est très semblable d'un muscle à l'autre. Donc là, c'est des tâches qu'on a réussi à réduire à l'aide des méthodes d'intelligence artificielle à 3 heures. Donc 3 heures de correction après la prédiction faite par un algorithme.
Donc, ça nécessite quand même des corrections, donc on n'est pas encore à 100%, mais ça réduit quand même. Quand vous dites qu'on va arriver avec l'intelligence artificielle, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un spécialiste. Ouais. Il peut y avoir cette traduction, en fait, vous avez réduit avec l'intelligence artificielle. C'est quoi là? Donc, c'est-à-dire qu'on avait, par exemple, 15 patients qui étaient segmentés manuellement. Avec ces 15 patients, on a entraîné un modèle d'apprentissage profond, littéralement. Et cet algorithme-là, il est capable de faire des prédictions. On lui donne une image qui, elle, n'est pas annotée, qui n'a pas été traitée manuellement, et il fait la prédiction. Vous allez sur un algorithme, c'est ça, en fait? C'est ça. Donc là, par exemple, la jambe des droites, c'est celle qui est annotée à la main, et la jambe des gauches, c'est une prédiction faite par l'algorithme. D'accord. C'est une algorithme, c'est un calcul mathématique qui permet, en fait, de prédire ça pour vous dire. D'accord, ok. Donc il y a bien un calcul mathématique qui doit être fait par un ordinateur. C'est ça. D'accord, j'avais besoin de comprendre Il n'y a pas de problème. à quoi ça correspond. Est-ce que vous avez expliqué ce calcul-là, en fait? Je n'explique pas du tout cet algorithme-là, mais je peux chercher. D'accord, ok. Non, il faut plus comprendre, en fait, comment ça veut dire. Après, en fait, c'est une collection de calculs très simples. Chacun des éléments de cet algorithme-là est fait des sommes et des multiplications. Pas plus que ça. Mais les multiplications, on va les faire avec des valeurs qu'on ne connaît pas a priori. Donc, vous pouvez imaginer qu'on a juste ces valeurs à la main pour avoir ces résultats-là. Mais on peut aussi faire les varier progressivement à l'aide d'un algorithme d'apprentissage pour qu'il s'ajuste aux résultats qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin d'une base de données d'entraînement sur laquelle on va justement ajuster ces valeurs. Et donc, il n'y a pas évidemment une unité, on en a des millions d'unités à l'intérieur de ces algorithmes-là, mais c'est des unités qui sont ajustées, dont ces poids, ils sont ajustés de façon progressive. Et ça mérite une... C'est quoi? Une matrice, en fait. On peut les représenter comme des matrices, mais c'est pas une seule matrice, c'est constant. On parle d'acceptabilité. Est-ce que les gens qui passent 43 heures par image, pas le même image, en fait, par patient, par 43 heures par patient, multiplié par nombre de patients, est-ce qu'ils acceptent de perdre la propriété intellectuelle de leur intelligence? Ah, ça, c'est toute une histoire. Finalement, pour la détection basée sur leur connaissance à eux. Après, souvent, c'est les mêmes personnes qui, après, vont faire à 3 heures, donc ils sont très contents de l'avoir. Mais là, l'algorithme, ils sont pas perdus la propriété intellectuelle parce qu'on n'a pas diffusé ces modèles-là, par exemple. Ma question, ce serait dans un cas où finalement ils savent que le modèle va être diffusé derrière, que ça va servir à un outil, c'est une entreprise Y, comment ils réagissent en fait? C'est un peu spoilé quelque part de leur expertise. En tout cas, de ne pas être reconnu, en tout cas, pas être cité, de ne pas bénéficier. L'accord, j'imagine, on parle de ça, parce que moi, je suis chez Nantes, on avait énormément d'accords de propriété intellectuelle. Effectivement, quand on rentre dans la recherche, en fait, il y a forcément des accords, effectivement, et qui appartient à ces propriétés, ces évolutions entre les types de chercheurs, utilisateurs et l'entreprise. C'est le grand débat. Hein. Oui, c'est le grand débat. Après, ça, c'est des choses qui sont restées dans le monde de la recherche, on ne sait pas. C'est assez souvent mon cas aussi, ça reste dans le monde de la recherche, du coup, comme ça sert aux gens avec qui on a travaillé, on n'a pas pensé à la question. C'est au moment, oui, voilà, c'est ça qui est, ça vient. On n'avait pas pensé avant. Ouais. Donc là, je disais pour les docteurs, et en fait, il y a un grand axe sur lequel j'ai pas beaucoup travaillé, mais sur lequel on s'est posé pas mal de questions, c'est par exemple pour les projets de fractures, il faut savoir qu'il y a au moins 2 ou 3 systèmes de classification des fractures, et nous on a travaillé que sur sur un os, sur une partie d'un os, qui à lui tout seul, il avait 9 catégories possibles. Mais chaque os a plusieurs parties et il y a beaucoup d'os dans un corps. Et pour apprendre à être expert et détecter ces types de fractures, on nous a dit que c'était en moyenne 10 ans de travail clinique pour pouvoir assigner la bonne catégorie à la bonne fracture.
Et donc là, évidemment, on se pose aussi la question de comment plutôt utiliser ces méthodes qu'on développe pour aider l'entraînement des médecins, des jeunes médecins. Et c'est une question de l'acceptabilité. On pense toujours aux patients, on pense toujours à la décision pour les patients, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans la boucle. Et il y a l'acceptabilité pour ceux qui régulent. Donc, est-ce qu'il existe déjà beaucoup de produits qui utilisent l'IA qui sont disponibles? Vous croyez qu'il y en a beaucoup? Ça dépend de quel pays. Aujourd'hui même. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il n'y en a pas. Beaucoup de produits d'IA qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc là, c'est une liste de ceux qui sont déclarés comme approuvés pour la FDA. Donc c'est l'institution américaine qui approuve la mise en marché d'un produit. Et donc là, je ne sais pas si vous avez à lire. Donc, il y en a quand même pas mal et ça augmente évidemment. Là, vous voyez les slides, le dernier, c'est jusqu'à 2022. Donc là, vous pouvez imaginer qu'il y a encore les barres qui continuent à grandir. Et donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en France et en Europe, c'est un peu plus compliqué d'avoir ces produits approuvés. Donc, il y a une question aussi de comment faire pour pas perdre tous les cerveaux et tous les gens qui développent des produits à cause de ces régulations. Aujourd'hui, c'est la fuite des cerveaux, on va dire européens, on va dire français, c'est pas nouveau. Mais on a des chiffres là-dessus sur le fait que je suis dans la medtech, j'invente un nouvel algo, j'ai plein de datasets, c'est génial. Sauf que il n'y a que les FDA qui, parce que j'ai mis une bonne sur la table, qui vont vérifier chez une personne qui va accepter de mettre ça sur le marché en fait. On a des chiffres. Il doit y en avoir des chiffres, moi personnellement je ne les sais pas. En tout cas, je connais des cas personnels, des collègues qui se sont dit bon maintenant j'ai une idée avec tout ce que j'ai fait, je pars au Canada. C'est pas si rare que ça. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce de dire j'ai un projet estampillé AI, c'est un accélérateur du fait ou pas? Je pense. Mais ça, c'est une opinion pas tout à fait informée. Donc, Qu'est-ce qui ralentit, on va dire, qu'est-ce qui ralentit l'adoption, enfin, en tout cas l'autorisation au niveau européen par rapport aux États-Unis? Là-bas, il faut juste démontrer que ça fait pareil qu'un autre algorithme et qui n'est pas basé nécessairement sur l'IA. Et ici, il y a d'autres contraintes qui sont ici. Et qui sont de quel ordre, du coup? Je pense que... Est-ce que j'ai la liste? Je préfère pas me prononcer parce que je n'ai pas la liste, mais il y en a plus de contraintes sur... je ne sais pas si sur la responsabilité, sur les types de données utilisées pour les entraînements, sur... voilà, je pense qu'il faut s'épancher plus sur le sujet, mais il y en a plus. Et je ne sais pas si la dernière, donc l'acceptabilité pour l'environnement, donc là c'est plutôt tous ces algorithmes qu'on développe, ils consomment énormément de CO2. On a besoin des machines qui sont très gourmandes et donc jusqu'à quel point c'est acceptable de continuer à grandir et à grandir à faire des modèles plus gros. Donc c'est un axe aussi qu'on va commencer, si les LabEx est accepté, à s'intéresser sur comment rendre nos modèles un peu moins gourmands et puis plus acceptables dans ce sens. Donc on a encore plein de défis à relever et puis cette question d'acceptabilité elle présente tellement d'axes que c'est pas facile de tous aborder, mais c'est des questions qui sont soulevées de plus en plus, même dans les demandes de financement et la société elle-même nous pose ce type de questions. Merci beaucoup.
Et comment vous travaillez justement ces aspects-là? Donc, tu as bien montré les différentes, cette notion d'acceptabilité sur les différentes parties prenantes, on va dire. Est-ce que vous avez des outils, des méthodes, enfin, d'interrogation, justement, des différentes, quand tu parles du patient, quand tu parles du professionnel de santé, etc., ou comment vous l'étudiez, en fait, ça? Ouais, voilà, c'est justement ce que j'ai dit. C'est vrai que nous, on n'a pas encore adopté, en tant que communauté, en tout cas, une méthodologie avec les bons vocabulaires, avec les bonnes étapes pour faire. Donc, c'est des choses qui se font beaucoup plus dans la chirurgie assistée par ordinateur, parce que du coup, elle touche plus vraiment les patients de façon plus directe. Et quand on traite des images, finalement, il y a quelque chose qui se détache et on ne vient pas toucher forcément les patients avec les images. Quand on assiste à une chirurgie, là, on se pose plus ces questions. Donc, il y a plus cette culture des méthodologies, des évaluations de l'acceptabilité qui est présente dans cette communauté qui est un peu parallèle à la nôtre. Oui. Ouais, dans les accords éthiques, en fait, qui sont mis en place, en fait, pour les études cliniques, on récupère des images, en fait, les études quelconques sur les technologies on récupère des données, en fait, c'est les médecins qui sont les intermédiaires, en fait, enfin, je sais pas, les cas que j'ai suivis, et c'est des médecins qui font très attention à la façon dont ils parlent aux patients, s'il y a plus, il n'y a pas, enfin, oui, mais après, je veux dire sur les retours de ce qu'on fait, en fait. Aux patients. Oui, mais cela, de tout. Par exemple, la seule qu'on a mesurée de façon quantitative, c'est sur celle-ci, les segmentations. On arrive à faire de façon quantitative, on est acceptable dans le sens où on réduit les temps une personne devant un ordinateur. Oui, tu es sur la phase amont. C'est vrai que tu évoques plutôt finalement la phase aval, c'est-à-dire quand tu dis le médecin est attentif à la position de ce que va dire le patient, mais finalement quand c'est des éléments qui sont à prendre en compte en amont en fait, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux non pas garantir l'acceptabilité, parce que je pense qu'il y a trop de, comme on voyait, il y a trop de facteurs subjectifs ou trop de facteurs tout court pour pouvoir garantir quelque chose. Mais comment est-ce qu'on sécurise en fait cette partie-là en amont, c'est dans le développement d'une innovation ou dans la mise sur le marché de l'innovation, c'est cet aspect-là qui va être aussi important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de ce que j'ai un petit peu pu voir, c'est que comme tu évoques des méthodologies pour pouvoir travailler ces aspects-là, et on voit qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement intégré, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tout ce qui va être vraiment sur la partie pratique, on sait faire, on sait comment on va lancer une innovation, on sait sur quoi on va travailler, etc. Et cette autre partie-là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu un démarrage, en fait. C'est une prise de conscience aujourd'hui qui est accélérée, je pense, par l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA, comme des facteurs, oui, plus de facteurs éthiques peut-être qu'avant. Et je pense que cet enjeu, c'est savoir comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette acceptabilité beaucoup plus en amont dans le développement, quoi. Et je ne sais pas comment vous, peut-être dans les projets que vous travaillez, comment vous... En fait, bon, design, enfin, les gens qui en charge des méthodes, en fait, utilisent beaucoup de méthodes de conception participative, qui est une des façons, en fait, de minimiser les risques en matière d'acceptabilité avec les utilisateurs qu'on implique dans la conception. Sauf que c'est assez stéréotypé dans ce que je vois, et c'est une question que je précise de faire ça, c'est que quand on est sur des technologies purement patients, par exemple, pour améliorer la qualité de vie des lycéens, on peut se permettre vraiment centrer sur le patient, limite pas un dispositif médical, en fait, quelque chose qui va être une action que on va concevoir une technologie, en fait, avec des patients ou avec des patients experts, et on va être dans ce giron-là. Quand nous, on conçoit, en fait, des outils de simulation, des outils de diagnostic, en fait, de formation, avec des médecins, en fait, on fait finalement avec ces médecins-là. Et à chaque fois, on est dans cette conception, en particulier dans cette application des utilisateurs, sur vraiment une population donnée qui est la cible directe, en fait, du public. Et du coup,
sur des approches un peu plus globales, sur des technologies un peu plus complexes, comme par exemple le système d'imagerie. On essaierait de dire, en fait, finalement, comment ça va impacter la vie et le travail, en fait, des opérateurs radio, parce que c'est pas des radiologues, hein, c'est des machines, en fait, des opérateurs radio, comment ça va impacter la vie du radiologue, du chirurgien, du patient, de l'expert, en fait, du médecin spécialisé qui fait le diagnostic au démarrage, en fait. Comment on fait sur des technologies plus complexes pour d'une manière ou d'une autre, en fait, prendre en compte l'acceptabilité, ça, j'en ai aucune idée. Les seuls exemples que j'ai, c'est sur des choses, justement, à chaque fois, très ciblées, relativement simples. Bah, sur les machines, c'est un peu les opérateurs, souvent, ils connaissent comment ça marche, la machine à l'intérieur, mais un médecin, par exemple, n'a pas besoin de savoir la physique derrière l'imageur IRM ou un scanner, ou comment ça marche à l'intérieur de la physique. Ils ne sont pas nécessairement besoin de connaître tous les détails dans la reconstruction. Donc, est-ce que ça va modifier si on change, par exemple, cette partie-là? Je pense pas. Les IA peuvent pas être explicables dans la machine. Ça dépend de quel pays tu es. Donc là, si une des fameuses contraintes régulatoires, c'était justement est-ce que l'explicabilité. Donc, est-ce qu'on est capable de dire comment est-ce que cet algorithme a pris ces décisions ou pas? C'était une autre. Et là, c'est une contrainte majeure. Mais pour faire la reconstruction, est-ce qu'il y a un médecin les jours où les opérateurs connaissent tous les détails? Là, dans ces cas-là. Pour moi, les opérateurs radio, ça fait longtemps qu'il faut maîtriser les détails, ils maîtrisent le logiciel. Oui, mais voilà. ils savent tout comment ça fonctionne. C'est peut-être notamment complexe, ces IA. La responsabilité tient à la finale, même si l'outil sont toujours celui qui signe, à la finale, l'ordonnateur, en fait, le médecin, le service médical. Il y a une aide qu'à la décision. Ou à d'autres choses qu'à la décision. Donc là, on parle plutôt d'un cas où elle n'aiderait pas en décision, elle aiderait juste à créer l'image qu'on regarde. Il y a un but de travail, mais à la finale, là, on voit des choix sur la mammographie, il va donner une orientation. À la fin, c'est quand même l'humain qui décide. Bah, jusque-là, oui. Il n'y a pas des prises de décision directes par la machine. Mais il y a une influence. C'est la transformation du travail. En fait, dès que tu insères une technologie, alors du coup, c'est plus tellement facteur humain ergonomie, hein. On va plutôt aller sur les domaines de la sociologie ou d'autres sciences humaines, en fait, où finalement, tu as une technologie. Alors, tu as un IRM de chez GE qui arrive à l'hôpital de chez Philips. Évidemment, il a été validé, il est certifié. Ils ont le droit d'utiliser, en fait. Il y aura peut-être des composants du coup d'IA dedans ou des composants technologiques très sophistiqués que les gens qui utilisent, en fait. Donc, ça n'a pas forcément décrit bien, ils ont validé, ça pour le coup, ça va récupérer les résultats. La question, c'est dans la mesure où ça transforme leur activité, cette nouveauté, et leur façon de travailler, ça leur apporte des informations. Dans quelle mesure, en fait, ça les met en porte-à-faux? Dans quelle mesure, en fait, ils croient, en fait, aux résultats qu'on leur donne? Dans quelle mesure ça insère du doute dans leur diagnostic ou dans la façon, en fait, du coup, d'opérer? Et toutes ces dimensions-là, on va dire qui est capable de gérer ça dans la conception d'un dispositif. Voilà. C'est des études en sociologie que les gens font souvent a posteriori. En physique, en médecine nucléaire, par exemple, en fait, les étudier a posteriori, en fait, l'effet que ça fait de travailler pour une infirmière ou un médecin dans un environnement, en fait, de médecine nucléaire. En fait, ils découvrent des trucs qui sont à des kilomètres de ce que les gens qui ont conçu le système, en fait, auraient pu imaginer. C'est vraiment compliqué. C'est un peu. C'est-à-dire dans l'intégration de travail avec une IRM. Ouais, c'est plutôt l'ENA qu'ils ont fait ces études-là, en fait, sur le fait, justement, sur tous les non-dits, en fait, autour de la médecine nucléaire, en fait, les gens portent des badges auxquels, en fait, ils ne parlent pas entre eux de leur stress et de leur peur, en fait, qu'ils ont vraiment autour du fait de travailler dans un environnement. Tous les non-dits, en fait, qui émergent de l'évolution technologique et du changement de contexte, en fait, lié à l'innovation et des dispositifs qu'ils ont. Et du coup, ça influence quand même, ça influence l'environnement de travail, ne serait-ce que l'ambiance.
pour citer d'autres exemples sur la conception en amont d'un dispositif médical de théothérapie compressive, on a énormément d'acteurs qui viennent autour d'un dispositif médical. Et on peut penser que la hiérarchie hospitalière, à l'aide que le chirurgien décide, et à la finale, ça s'impose aux autres, et ça, on s'aperçoit d'une utilisation, c'est totalement faux. Qu'à la fin, en fait, finalement, il y a énormément d'acteurs, et là, on a un problème, nous, en tant que créateurs de dispositifs, à qui on donne plus de poids sur celui qui va être décisionnaire, en fait, finalement. Et parce qu'en fait, on en a un qui sera comme ça, et voilà, c'est l'ordre, et l'autre qui dit, mais non, de toute façon, à la finale, quand on utilise, on fait des variables, et il nous faut la possibilité d'avoir une variable. Et chaque acteur veut sa variable, en fait, à ce niveau-là. Donc, si on va dans des programmes d'IA, on a une factorielle, en fait, à chaque fois. Et finalement, créateur de dispositif médical que je suis, on lui demande de faire tout ça, en fait. Et voilà, c'est l'arbitrage, il n'est pas simple. Alors, autrement, on peut avoir des programmes qui peuvent faire 1500 solutions, quoi. Parce que, justement, tout le monde met son grain de sel, et on tombe vers comment? Est-ce que finalement, c'est le chirurgien ou c'est le kiné, par exemple, qui a plus de poids, à la finale, dans la rééducation du patient? Je sais pas. Et ces discussions-là, c'est pas parce qu'ils sont à côté, ils ne discutent pas forcément de ce chose-là. Et c'est pour ça que quand je reviens sur une discussion sur l'IA, je pense que l'IA, en fait, peut être un outil d'aide à la décision. En disant majoritairement, selon les études qui ont été faites dans les études cliniques, on considère que c'est ça qui tend le mieux vers le patient. Ce qu'on essaie de démontrer dans les études cliniques. Dans ce groupe de patients, bah voilà, ça c'est la mesure qu'on possède. Ah, d'accord. Et ça oriente la décision. À la finale, c'est eux qui décident. C'est qui décidera. Jamais on a voulu. On peut pas collaborer avec un médecin si on lui dit finalement ce qu'on veut c'est décider pour vous. Donc c'est évidemment plutôt un aide à la décision. C'est pour ça que c'est marqué depuis les titres aidé par l'ordinateur et non pas remplacé par l'ordinateur. Ça, c'est l'objectif, mais est-ce que le système a été conçu comme étant collaboratif? Ça, c'est autre chose. Ah ben là, c'est des choses qui se font de plus en plus. Mais c'est encore baby steps. Il y a des systèmes d'aide à la décision qui sont tellement poussés que du coup, ça fait gagner énormément de temps à la nouvelle. Et du coup, alors, la difficulté, c'est de revenir en arrière et de passer plus de temps à vérifier. Et donc, il y a des vérifications des garanties qui sont en place, et du coup, et la question que je me pose, c'est, quand on parle d'acceptabilité, mais dans l'usage cumulatif, il va se transformer, en fait, l'usage latent aussi va se transformer, et donc l'acceptabilité aussi va avoir un sens qui va être différent. Quand on va revenir un peu en arrière, pour avoir plus de responsabilité de garantie, et donc moins de gain de temps, là, il va falloir faire d'autres études, voir comment on va pouvoir faire. Et ça c'est aussi quelque chose qui va entre guillemets tomber sur le point d'élever d'ici quelques années. Là, on se pose des questions sur l'acceptabilité effectivement l'intelligence artificielle et de la décision. Quand ça peut être ressenti en termes de peur, d'appréhension. Je pense qu'on peut déjà anticiper justement l'aspect usage cognitif, l'habitude de donner du temps et la responsabilité. On pose déjà la question de la responsabilité sur la chaîne. On n'a pas fini de résoudre celle-ci, mais c'est en effet quelque chose qui peut arriver. Ouais. Mais vous avez l'air de tous vous connaître, pardon. Vous êtes tous dans la recherche ou dans la tech. Oui, puis il y a des mecs qui Ah, ok. Allez-y. Mais je vais pas avoir beaucoup d'avis, mais sur ce que vous venez de dire, est-ce que dans le domaine de la medtech, dans la médecine en général, moi, si je me pose en tant que patient, dans ma position de citoyen lambda, patient, quand il me pose un diagnostic en disant on va extraire, on va reconstituer une dent, ou je vais vous mettre un pivot, et puis là il sort son super scanner 3D qui me scanne la mâchoire, et que derrière,
ça brille parce que ça brille. À aucun moment, je lui dis, ok, mais mon droit à l'image, de mes gencives et de ma dentition, et puis, est-ce qu'il y a de l'IA dans votre truc? Enfin, et est-ce que ça, c'est pas en français que le secteur médical? Ce que je veux faire comme parallèle, c'est que, alors, je sors d'une petite mission en robotique, en système autonome. Je suis consultant en tech. Je sors de chez Manitou, où on a tenté de faire un robot autonome, la Tesla du chantier. Je prends une palette d'un endroit, je dépose dans un endroit. Quand vous montez dans un engin comme ça, c'est un gros vélo de 4 tonnes, quand vous montez dans une Tesla, en tant que citoyen lambda, tout de suite, vous êtes, enfin, ça vous concerne indirectement, et puis vous voyez bien, vous êtes dans un truc qui, soi-disant, est une IA. Mais je pense que dans le critère d'acceptabilité, et là, il y a des normes, on se pose des questions, et puis l'actualité se gargarise de ah, vous voyez, la Tesla s'est plantée. Quelques exemples comme ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui se plantent parce qu'ils sont en fait pour dire que Tesla qui se plante parce qu'il y a un bug. Mais mon propos, c'est je pense qu'il y a aussi une distanciation par rapport au monde de la médecine, à l'autorité du médecin, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, à part des capteurs, qui vont aller dire à leur médecin, et leur votre IA, comment ça marche, etc., qui vont se poser ces questions-là, même qui vont soupçonner que. Je ne sais pas si vous voyez bien mon propos. C'est. Oui, après, je pense qu'il y a quand même des questions qui vont sans doute arriver de plus en plus parce que justement, avant, je pense qu'il y avait une confiance presque aveugle, on va dire, dans le diagnostic du médecin, etc. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, même ne serait-ce qu'avec la médiatisation, avec des choses comme ça, avec ce qu'on voit arriver comme nouvelles technologies, avec l'environnement aussi médiatique qu'on peut voir, l'exemple tout à fait que vous venez de donner sur Tesla. Je pense que de plus en plus, le patient va quand même aller se renseigner sur justement sur le diagnostic qui a été fait, etc. Donc je pense que il va y avoir quand même des problématiques qui vont arriver et peut-être des interrogations qu'on n'avait pas aujourd'hui qui vont se développer par rapport à ces nouvelles technologies et à ces questions. Alors de là à aller effectivement savoir comment a fonctionné la machine du dentiste, du chirurgien ou de l'IRM, effectivement peut-être pas, mais sur certains secteurs, je pense que certaines applications, je pense qu'on va y arriver. C'est une relation. C'est un peu quand même ce que je trouvais bien, c'est-à-dire que si vous discutez avec des médecins, ils vous disent qu'ils ont déjà des patients experts, des gens qui arrivent qui ont lu le dernier article en fait du journal La Chirurgie, tout comme ça. Enfin, ils ont déjà des patients experts. Là, c'est la question du sévère. Ça n'a pas attendu l'IA. Ça n'a pas attendu l'IA, tout à fait. Ils ont depuis quelques années. Alors, c'est beaucoup aux États-Unis, avec l'association de patients, en fait, qui défendent, en fait, le droit au choix, etc. Ça développe aussi en Europe. Et, heureusement, c'est bien, les médecins le font aussi. Mais la question que je soulevais, c'est que si jamais vous posez la question, en fait, à votre dentiste, on va retomber sur le point de défendre la police, à savoir, est-ce qu'il est capable de répondre? Parce qu'il sache répondre sur le diagnostic, c'est une chose, mais qu'il sache répondre sur la technologie qu'il utilise, est-ce qu'il y a un peu Colombien à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est plus le métier. C'est pas mon métier. Mais si on. Alors, ça, c'est un bon rebond, parce que pour le coup, c'est un jeune dentiste très impliqué, donc il peut répondre. Et on a une discussion très ouverte sur tout ça, mais si on revient sur la ligne acceptabilité, notamment éthique, c'est ça qui est donné dans cette présentation. Si je pars du bout de la chaîne, je trouve que j'ai fait un peu de mammographie chez J. Aujourd'hui, avec les dernières avancées en termes d'algo, etc., et d'appareils, est-ce que l'IA, donc la poster de l'IA ou les algos récents, prédisent mieux qu'un radiologue, à 3 ans à l'avance, tel ou tel cancer? Donc, il y a tout un livre que je recommande pas mal, c'est A Guide for Thinking Humans, AI, A Guide for Thinking Humans, de Mélanie Mitchell. Et en fait, dans tout ce livre, elle développe cette idée qu'on veut toujours se comparer à la machine et on va comparer, on va dire que c'est intelligent
quand on le compare à l'humain. Et toutes ces comparaisons, en fait, on voit dans tous les journaux et qui disent aujourd'hui, on a battu les médecins dans cette tâche-là. Aujourd'hui, l'IA, il a su répondre aux questions d'un tel examen et d'intégrer l'université phare aux États-Unis. Toutes ces comparaisons, en fait, elles sont toujours faites dans des cadres d'évaluation très, 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 très restreints. Et donc, ces comparaisons, en fait, à l'humain est toujours injuste vers l'humain parce que l'humain, il est capable de faire ça et tout le reste. Et il va intégrer d'autres informations, il va intégrer il va pas juste regarder l'image, il va intégrer les modes de vie du patient, etc. Donc, si on compare peut-être image par image dans un cadre très restreint, combien d'images il a eu bon comparé à la machine, il y a certaines pages où ces chiffres sont équivalents. Mais ce qu'on oublie quand on publie ces gros titres, c'est que finalement, les médecins, il a beaucoup plus de recul et il peut faire beaucoup plus de choses que la machine qui, elle sait que faire cette tâche-là et elle ne pourra pas faire le reste. Moins de monde. Sur ça. Mais c'est là, mais souvent, j'ai lu quelques papiers de médecine où justement, côté marketing, l'argument, c'est de dire, dans une vie d'humain, de toute façon, il ne pourra pas absorber toute la littérature, et puis, malgré son brillant cerveau, être capable de faire mieux qu'une IA qui a été entraînée sur un dataset de plein d'autres cerveaux spécialisés dans le même domaine. Donc, on va en faire un argument marketing, donc on dit une IA est capable de détecter 3 ans à l'avance sur telle image de l'endroit. Effectivement, et fort de cet argument, si on remonte la chaîne, on arrive à une présentation en disant il ne faut pas oublier qu'une IA, donc vous avez un peu expliqué ce que c'est. Si on parle des IA, ça va nous rendre super simple. C'est du gros calcul, c'est du calcul matriciel, mais la personne qui a tagué les datasets pour dire cancer ou pas cancer, ça reste un spécialiste qui a mangé toute cette littérature, qui a été entraîné par de brillants professeurs qui lui ont enseigné la chose, qui viennent le chercher, etc. Et c'est toujours pareil, c'est le dataset qui faut, les algos sont publics. Et ça pose des problèmes éthiques sur toute la chaîne. Qui dit, je ne suis pas sûr, ça c'est quand même un peu des cliniques, j'imagine. Bien sûr que quand on signe, en disant oui, j'accepte que la donnée soit utilisée, tout le monde est vraiment conscient de à quoi ça sert derrière, et comment ça peut se marquer. Et de toute façon, le retour, parce qu'on en bénéficie. C'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que c'est marchandisé, bien sûr. Pardon, c'était pas une question. En fait, d'ailleurs, les essais cliniques, c'est ce qui freine l'innovation. Parce que en classe, alors c'est classifié en dispositifs médicaux, quand on est en classe 2A ou 2B, on est tout de suite sur des montants très, très impressionnants, parce que ça demande énormément de mathématiques, d'essais avec des patients, et c'est ça qui nous freine d'un point de vue réglementaire dans le développement. C'est la fameuse zone d'ombre dans laquelle je suis. Et on est vraiment à ce niveau-là. Et quand je vois en Corée du Sud et aux États-Unis les facilités dans lesquelles les gens comme moi sont beaucoup plus aidés en fait, à réduire cette vallée de la mort, parce qu'on déploie énormément de moyens, sinon d'aide, s'il n'y a pas que des aides financières, hein, c'est des aides de moyens humains, comme je dis, qui va falloir décider qui va être le décideur à la finale sur le taux de compression intermittent déterminé par les grands scientifiques. Il faut aller vite. C'est ça qu'on est dans une course mondialisée sur ce sujet-là, sur la santé, sur les dispositifs médicaux. Il ne faut pas croire, moi j'arrête pas de dire, le concurrent n'est pas juste à côté, c'est tout de suite. C'est d'agréger, alors si vous avez bien aimé votre moi j'agrège énormément de compétences dans différents secteurs d'activité. Sur la mécanique, effectivement, j'utilise des compétences qui ont été développées par les startups nantaises déjà sur les méthodologies des développeurs. Sur la chimie, j'utilise déjà des choses qui sont utilisées à Lyon dans des laboratoires du CNRS sur la fabrication additive. Les logiciels, c'est pareil.
en fait, on agrège énormément de données justement pour aller le plus vite possible. Et l'intérêt des chercheurs, c'est de passer quand même pas mal de temps, je trouve, à aller voir ce qui se passe dans le monde et dire, on y va directement sur ça. C'est ça l'actualité. Pour éviter de nous faire prêter trop de temps à des choses qui n'ont pas de utilité. Le paradoxe, en fait, c'est que sur l'ensemble des événements FEM qu'on organise depuis 4 ans, et c'est un constat partagé avec les Delphi et avec les gens en vue avec Philippe, c'est que le truc qu'on donne de moins en fait, aux chercheurs aujourd'hui, c'est du temps, alors que c'est ceux qui vont demain. Donc c'est un paradoxe, c'est qu'en fait, le système essor du monde de la recherche d'une manière ou d'une autre, et lui donne de moins en moins de temps, alors que si vous voulez justement avoir ces résultats, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est lui donner plus de temps. Et ça, c'est un paradoxe qui a tout le temps un système qui a vraiment à contre-carrer aujourd'hui. Et justement, du coup, que vous avez moins de temps justement pour la recherche en fait. L'administratif, en fait, c'est ça. Allez, chacun des allez. Non, mec, c'est vraiment de oui, il y a, alors, tu compléteras avec ton point de vue chercheur, mais il y a quand même aujourd'hui une tendance à aller beaucoup sur du financement sur projet. Et donc, les chercheurs sont en permanence en train de finalement de répondre à des appels à projets pour aller chercher des financements. Et ça, c'est vrai que c'est un des très compétitif et puis qui est ça, il y a une phase de travail, mais en fait c'est souvent des projets qui ne sont pas à long terme, c'est des projets qui sont plutôt à court terme, et il faut revenir, et donc il y a tout ce temps qu'on passe à réaliser tous ces projets, on pourrait aussi il y a beaucoup d'appels pour lesquels le temps utile à la recherche il est inférieur à 1% de l'investissement. En particulier sur les projets européens, c'est terriblement compliqué. Sur lequel tu peux passer, ils investissent le temps, peu importe, il y a un appel en fait un appel normal européen, ça doit, je sais pas, que 20 millions d'euros pour financer 4 projets. Du coup, en fait, c'est moins de 1% d'investissement sur la recherche. Et le reste passe peut-être dans le matériel, dans les gens qui gravitent autour. Alors ça, l'Europe, ça existe beaucoup, mais là, c'est même pas ça. C'est le droit administratif de l'Europe, c'est le droit administratif des établissements, c'est le droit administratif en fait du temps passé, parce qu'en fait, arrivé au moment, on passe notre temps à faire des appels à projets, et après, à les réévaluer aussi, à expertiser les projets des autres. Du coup, un peu de tâches administratives en fait sur lesquelles il y a plus de personnel support, on a même problème avec ça avec leur côté. À mon époque, il y avait des assistants effectivement pour les chercheurs. Et bien non, en fait, alors il y a des assistants administratifs en reste, mais les deux âmes, ils ont des postes ouverts, ils n'arrivent pas à recruter. Puis l'assistant recherche, comme on peut voir aux États-Unis, ici c'est différent. On les anciens du thème principal de la soirée, je pense qu'on va continuer autour de Ah oui, de toute façon, c'était arrêté. Merci. Merci beaucoup. Merci.